débat dans les médias, c'est le pire mensonge démocratique qu'on puisse imaginer. C'est une escroquerie, mais sans nom, quoi. Parce que si vous êtes opposé à l'un des tenants de la doxa, qui a derrière lui 2 décennies de fausses évidences préconstituées, de fausses lavats de soi, qu'il peut activer en un instant avec juste une phrase. Mais enfin, l'État est obèse, il faut être flexible, vous voulez pas être rigide, ou les impôts nous étouffent. Enfin, vous voyez, ce genre de conneries préfabriquées qui peuvent sortir à tout instant, vous êtes dans l'impossibilité totale de lutter contre ça. Vous ne pouvez pas lutter contre ça parce que, pour commencer, il faudrait déconstruire une assertion, ou même simplement, ce qui peut arriver aussi quand on a juste un journaliste et non pas un contradicteur en face de soi, une question extraordinairement mal construite, puis la reformuler, puis lui apporter la réponse qui convient. Pour faire la première étape, vous en avez pour 5 bonnes minutes, puis pour faire la deuxième et la troisième, vous en avez pour 10 minutes supplémentaires. Et ça, il n'y a pas un média dans lequel vous pouvez aller, enfin, si, il y en a quelques-uns, c'est rarissime, mais où vous pouvez aller au terme de cette démarche-là. Moyennant quoi, vous commencez à être un emmerdeur, on vous coupe la parole, au milieu du raisonnement, passeport pour avoir l'air d'un crétin. Je veux dire, c'est foutu, hein. Et c'est pour ça que je vous dis qu'ils sont évolutionnairement supérieurs, hein, tous ces gens-là dans les médias par rapport à nous, hein, parce que, encore une fois, il leur suffit de dire une énormité qui prend 5 secondes à énoncer pour emporter le morceau. Bon, comme tu disais Jean-Michel, oui, je vais chez Mermet. Chez Mermet, il y a 1 heure, vous voyez, vous enlevez un peu de musique, le répondeur, il reste 40 minutes. Alors, en 40 minutes, on dit des choses. Tadi? Ah non, mais là j'ai dit tout à l'heure que non, c'était pas... non, je vais pas chez Tadi. Chez Tadi, c'est le... Je veux dire, si vous voulez, c'est la variante chic de ce que j'appelle les talk shows de pochetron, quoi. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez RTL, bon, alors chez Tadi, oui, mais c'est pareil. Non, fondamentalement, c'est pareil. Quoi? Ouais, je suis un prolo. 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 C'est la rubrique du prolosophe. Prolosophe. Le prolosophe, un peu la chose. Ouais, ça va pas. Ouais, je suis un prolo. Calme-toi. Et voici les gens, il faut pas la mettre. Ouais, je suis un prolo. Sérieux, un prolo, il pense vraiment. Ouais, je suis un prolo. Ouais, je suis un prolo. Ah ouais, mais je suis gentil quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il est gentil. Bien le bonjour mes chères petites bactéries, bienvenue à ceux qui découvrent cette chaîne et bienvenue à ceux qui découvrent cette chaîne par cette première vidéo. Si c'est le cas, soyez les bienvenus et vous avez tout à fait raison de commencer par cette vidéo-là parce que c'est la seule vidéo qui compte de toute cette misérable chaîne YouTube qui s'appelle Clicorix la Gauloise. Je suis le prolosophe. Et je vais vous parler dans cette première partie de cette série de vidéos que j'ai l'intention de faire, si j'ai le courage de le faire, je vais vous parler de création monétaire. Je vais vous parler plus exactement de qui fait quoi dans le processus de création de la monnaie. Et je pense que si vous êtes là, ce n'est pas un hasard, je pense que ce sujet vous intéresse. Et je pense également peut-être vous apprendre 2-3 choses, ou en tout cas vous donner des éléments qui vous permettront de mettre à bas beaucoup d'idées préconçues concernant la monnaie. C'est vrai que la monnaie, c'est la chose la plus importante dans nos vies, quoi qu'on en dise. C'est ce qui nous permet de vivre et malgré cela, personne ne sait ce que c'est, personne ne sait comment ça fonctionne et personne ne comprend ni ne sait le plus important, c'est-à-dire qui la fabrique. Alors, en préambule au visionnage de cette première partie de cette série de vidéos sur la création monétaire, je vous conseille de regarder une précédente vidéo que j'ai réalisée en cliquant ici. Voilà, ce n'est pas la peine de zapper les 7 premières minutes parce que j'ai déjà réuploadé cette vidéo en zappant les 7 minutes inutiles comme c'est écrit là. Le son est pas génial, d'accord, et je ne vous en voudrais pas si vous n'avez pas le temps de le faire et si vous n'en avez pas l'envie. C'est tout simplement une vidéo qui vous explique les 3 sortes de monnaies différentes. C'est une notion qu'il faut assimiler de façon à mieux comprendre ce qui va suivre. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas si vous avez la flemme ou si vous estimez que cette vidéo a un son vraiment trop détestable pour visionner cette vidéo, je vais vous en faire un petit résumé dans les minutes qui suivent. Par contre, je vous conseille ardemment de cliquer ici et de mettre dans vos favoris ou de mettre dans visionner plus tard
Cette vidéo-ci, qui est en fait la conclusion de la série de vidéos sur la monnaie que je suis en train de réaliser, mais rien ne vous empêche de commencer par la fin. C'est une vidéo que j'ai réalisée avec ma fille qui a 9 ans. Grosso modo, c'est une vidéo qui fait une espèce de synthèse du documentaire de Paul Grignon, le 3e volet sur la création monétaire, la dette, je ne sais plus comment s'appelle cette série de vidéos. Le 3e volet du documentaire de Paul Grignon qui dure 3h30 et qui est assez difficile à regarder déjà de fait de sa longueur, mais aussi à comprendre. On en fait une petite synthèse avec la grenouille à lunettes. La grenouille à lunettes, c'est ma fille, c'est son personnage. Et on explore dans la première partie de cette vidéo une piste de réflexion à partir de laquelle on pourrait imaginer un monde soit sans monnaie ou un monde avec une monnaie qui soit véritablement juste, c'est-à-dire tout l'inverse du monde dans lequel nous sommes. Puis dans la deuxième partie de cette vidéo-là, on décrit un autre monde qui est un monde absolument apocalyptique et on se rendra compte à la fin de la vidéo que ce monde apocalyptique décrit dans la deuxième partie de la vidéo avec la grenouille à lunettes, cliquez là, eh ben il ressemble étrangement et effroyablement au nôtre. Dans cette vidéo, il y a des personnages, certains sont antipathiques, comme celui-là. Il y a des petites animations qui permettent d'expliquer de façon assez synthétique le principe de la création monétaire et surtout la dette, comment ça fonctionne. Il y a des petites mises en situation avec des petites tablettes sumériennes que l'on voit là, c'est pas un hasard si vous connaissez un peu ce pan de notre histoire. On redécouvre un petit peu comment fonctionnaient les anciens, il y a plus de 5000 ans en arrière, et on s'appuie pour ce faire sur le livre de David Graeber, Dette, 5000 ans d'histoire. Alors l'idée de départ, c'était de réaliser une espèce d'interview de la grenouille à lunettes, qui est la réalisatrice d'une pièce de théâtre qui met en scène des enfants qui joueraient cette pièce et qui expliqueraient donc aux spectateurs comment tout ça fonctionne. Bon, je vous laisse regarder si vous êtes curieux, mais vraiment, je vous conseille cette vidéo. Alors, petit résumé avant d'attaquer la vidéo en elle-même, petit résumé de la vidéo précédente qui explique les 3 formes de monnaie différentes qui ont cours et qui circulent et qui font fonctionner notre économie, qui nous permettent d'acheter, de vendre, bref, de vivre. Alors oui, il existe bien 3 monnaies différentes. En réalité, on verra plus tard que c'est 2 monnaies différentes, une vraie et une fausse. C'est juste que la vraie est de 2 types et sous 2 formes, une forme scripturale et une forme corporelle. On voit ça tout de suite. La première monnaie, c'est la monnaie centrale, c'est ce que moi j'appelle la vraie monnaie. Cette vraie monnaie, ou monnaie fiduciaire, du latin fiducia qui veut dire confiance, c'est la monnaie de la banque centrale. On va voir ça tout à l'heure. Puis il y a la monnaie secondaire, ce que j'appelle moi la fausse monnaie, et en toute modestie, je ne fais que reprendre les dires d'un économiste français, prix Nobel d'économie, qui s'appelait Maurice Allais. Allez voir la vidéo conseillée tout à l'heure, si vous voulez en savoir plus. On l'appelle aussi monnaie scripturale privée, et j'insiste bien sur le privé. Alors comme je le disais tout à l'heure, la monnaie centrale se divise en 2 catégories différentes. Elle est de 2 types différents. La première, c'est la monnaie centrale scripturale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une monnaie scripturale? C'est tout simplement une monnaie immatérielle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la toucher. C'est juste en réalité des 1 et des 0 sur un ordinateur, sur un disque dur d'ordinateur. Ce sont des unités de compte. Ce n'est pas une monnaie que l'on peut toucher, c'est pas des billets de banque, c'est pas des pièces. C'est juste des chiffres dans un ordinateur. Le deuxième type de monnaie centrale que nous connaissons, c'est la monnaie centrale corporelle. Alors celle-là, on la connaît tous, c'est la monnaie qui nous vient à l'esprit quand on parle d'argent. On voit des billets de banque et des pièces. Et ben, la monnaie centrale corporelle, c'est tout simplement les billets de banque et les pièces. Ce qui fait que nous avons bien 3 sortes de monnaies différentes. La monnaie centrale scripturale, qui est des chiffres dans un ordinateur. La monnaie centrale corporelle, qui est les billets de banque et les pièces. Et là, nous avons les 2 monnaies qui sont de la vraie monnaie. On va voir ça tout à l'heure. Et la 3e monnaie, qui est, comme disait Maurice Allais, de la fausse monnaie, la monnaie secondaire ou la monnaie scripturale privée. Sachant que la monnaie secondaire ne peut être que scripturale, si vous avez bien compris ce que je viens de dire. Les banques privées n'ont pas le droit de fabriquer des billets de banque et des pièces. Alors là, je vois un petit peu la mèche parce qu'effectivement, cette monnaie-là, cette monnaie secondaire scripturale, elle est fabriquée par les banques privées et c'est de cette monnaie-là que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons étudier, comprendre comment concrètement, factuellement, les banques privées fabriquent de l'argent et on va voir que c'est même la quasi-totalité de la monnaie que nous utilisons qui est fabriquée par les banques privées et ça nous coûte très très cher. On va voir ça tout de suite. Mais avant ça, et pour résumer les 3 types de monnaie et à prendre conscience de la place et de leur importance dans la masse monétaire et dans l'économie donc, le petit cercle ici que nous voyons, c'est ce qui définit, c'est ce qui symbolise la vraie monnaie, c'est-à-dire la monnaie centrale qui est fabriquée par la Banque de France. Cette monnaie centrale, on a vu qu'elle se partageait en 2 types différents. Une monnaie centrale scripturale, c'est des 1 et des 0 sur les ordinateurs de la banque centrale, c'est très important. Ça reste de la monnaie centrale, ça reste de la vraie monnaie, mais elle est immatérielle, c'est juste des unités de compte sur les comptes en banque des banques privées qui ont leur compte à la banque centrale. On va voir ça tout à l'heure.
Et cette petite partie-là en rose, c'est la monnaie centrale corporelle. On voit que le volume qui est occupé par ce petit espace rose est relativement petit. Il est d'autant plus petit en comparaison de ce volume-là. Ce grand cercle à côté qui est pour l'instant vide, c'est la monnaie secondaire scripturale, c'est-à-dire la monnaie privée. En réalité, à droite, vous avez la vraie monnaie, à gauche, vous avez la fausse monnaie, à gauche du petit trait en pointillé. La monnaie centrale, c'est-à-dire la vraie monnaie, ne représente en réalité que 10% de la monnaie totale, c'est-à-dire de la base monétaire. C'est la monnaie qui est à droite. Et à gauche, nous avons la masse monétaire, c'est-à-dire le gros cercle qui englobe une partie de la base monétaire qui est fait de monnaie centrale corporelle, c'est-à-dire les billets de banque et les pièces. Si vous avez bien compris, la masse monétaire, c'est la masse de monnaie virtuelle, c'est-à-dire la monnaie secondaire scripturale. Ça, c'est la masse monétaire. La masse monétaire égale la monnaie secondaire scripturale plus la monnaie centrale corporelle. Et la base monétaire, c'est tout simplement la monnaie centrale. La monnaie centrale, c'est la base monétaire. La masse monétaire, c'est la monnaie secondaire scripturale plus une partie de cette base monétaire qui comprend la monnaie centrale corporelle, c'est-à-dire les billets de banque et les pièces. La monnaie secondaire scripturale représente 95% de la masse monétaire. En réalité, c'est même un peu plus. C'est entre 96 et 97% de la masse monétaire est constituée de monnaie secondaire scripturale. Les restes, les 3-4% qui restent, ce sont les billets de banque et les pièces. Et tout ça, c'est la monnaie qui nous sert à nous pour fonctionner, pour payer nos impôts, pour payer nos achats, pour payer nos loyers. Et c'est cette monnaie-là que nous allons étudier. C'est cette espèce de gros cercle mauve où il y a écrit un gros 95% dedans. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations détaillées, voir la première vidéo que je vous suggérais tout à l'heure. Vous y verrez notamment des petits graphes qui viennent de chez Natixis ou carrément de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, qui rentrent dans le détail de ce qu'est la base et la masse monétaire. Bien, ces petits rappels et ces petits résumés de la première vidéo ayant été faits, nous allons pouvoir commencer enfin cette première partie de la vidéo qui va donc parler de la monnaie secondaire scripturale, comment elle est fabriquée, etc. Avant d'entrer dans le vif du fait, il faut absolument que vous ayez en tête que vous sachiez identifier les trois images que j'ai décidé d'utiliser pour représenter ces trois monnaies différentes. Vous savez, les trois monnaies de tout à l'heure. En 1, pour représenter la monnaie centrale scripturale, j'ai choisi d'utiliser une espèce de billet de banque avec dessus marqué 100 € sur fond de petits bits, de petits 1 et 0. C'est pour bien rappeler que c'est de la monnaie virtuelle, c'est-à-dire que c'est de la monnaie numérique. C'est juste des 1 et des 0 qui passent d'un ordinateur à un autre. La monnaie centrale scripturale, c'est donc ce faux billet de banque vert sur des 1 et des 0. La monnaie centrale scripturale, c'est la monnaie, je le rappelle, qui est fabriquée par les banques centrales. Une banque centrale n'est pas une banque comme les autres. Elle a pour client l'État, le Trésor public, et les banques commerciales, ce qu'on appelle aussi les banques de second rang. La monnaie centrale scripturale sert de monnaie de paiement entre les banques commerciales, mais aussi entre les banques centrales des autres pays. Le citoyen lambda, c'est-à-dire vous, moi, etc., nous n'avons pas accès à cette monnaie. La deuxième monnaie que je décrivais tout à l'heure, alors là c'est facile, j'ai tout simplement choisi d'utiliser un billet de 100 € pour illustrer cette monnaie-là, parce que c'est tout simplement la monnaie centrale corporelle, c'est les billets de banque, les pièces, etc. La monnaie centrale corporelle, c'est la monnaie banque centrale que nous utilisons tous les jours, ce sont les billets de banque et les pièces de monnaie. Seule la banque centrale a le droit de fabriquer de la monnaie corporelle. Ni les banques privées, ni personne d'ailleurs, n'a le droit de fabriquer de la monnaie centrale corporelle. Il n'y a que la banque centrale. La troisième monnaie, cette espèce d'image de billet de banque que j'ai choisi pour illustrer la troisième monnaie ressemble beaucoup à l'autre sauf les mauves. Donc ce billet mauve, c'est la monnaie secondaire scripturale ou monnaie scripturale privée. La monnaie secondaire scripturale est fabriquée par les banques privées, les banques de second rang, grâce au crédit. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est ce qu'on va voir dans cette série de vidéos. On parle de création monétaire ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. C'est pas tout à fait à partir de rien. En réalité, c'est à partir d'un contrat de confiance entre celui qui prête et celui qui emprunte. C'est une monnaie 100% numérique qui circule de compte bancaire à compte bancaire. C'est la monnaie que nous utilisons le plus par les cartes de crédit, les chèques, les virements, les prélèvements automatiques, etc. Nous verrons plus tard comment les banques privées créent cette monnaie. Je fais une petite aparté, faites le test, s'il vous plaît, et puis si vous avez le courage de le faire, dites-moi le résultat dans les commentaires. Prenez n'importe lequel de vos relevés de banque et notez les paiements que vous effectuez avec ce type de monnaie-là, c'est-à-dire en utilisant des chèques, des cartes de crédit, des virements, des prélèvements automatiques. Si vous êtes mensualisé au niveau des impôts, comptez ça aussi. Si vous êtes mensualisé au niveau de votre loyer, comptez tout ce qui est de l'ordre du paiement numérique, vous comptabilisez ça.
et ensuite vous comptabilisez, vous comptez le nombre la quantité de monnaie corporelle que vous retirez sur ce même mois. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez au distributeur de billets, au guichet de votre banque, vous prélevez, 50 €, 60 €, 100 €, peu importe. Vous calculez la quantité de monnaie corporelle, c'est-à-dire de billets de banque que vous retirez chaque mois, et faites le ratio par rapport à tout ce que vous avez dépensé sur le mois en question. Et j'aimerais savoir si on obtient un chiffre de l'ordre de 95% à peu près, si on est dans ces eaux-là. Et puis ça vous donnera un indice aussi sur vous, sur ce que vous êtes et sur le rapport que vous avez à l'argent. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est vraiment, qui vit avec son temps, c'est-à-dire qui est capable d'utiliser, je sais pas moi, une carte sans contact par exemple, ou qui serait éventuellement peut-être à l'avenir, dans un avenir plus ou moins proche, capable de se mettre une puce RFID sous la peau pour en guise de carte de crédit, ou si vous êtes encore un petit peu, si vous avez encore une âme un petit peu paysanne, un petit peu traditionnelle, et que vous ne faites absolument pas confiance de façon intuitive, sans vraiment comprendre pourquoi, à ces histoires de monnaie numérique, à ces histoires de sans contact, etc. Si vous êtes encore attaché à l'aspect physique de la monnaie, c'est-à-dire le papier et le métal. Voilà, dites-le dans les commentaires. Bon, la monnaie, les banques et nous, qui fait quoi? Là, c'est donc cette première partie sur la monnaie, c'est on pose un petit peu les jalons, on pose les bases. Et là, je vais pas vous expliquer grand-chose, je vais juste vous présenter l'architecture du système bancaire. Voilà. Donc, tout en haut de ce système trône évidemment la Banque centrale. Chez nous en France, la Banque centrale est la Banque de France. Oui, parce que la Banque de France n'a pas été supprimée avec Maastricht. C'est un petit indice, ça. C'est un petit indice qui nous laisse penser que l'euro n'est pas une monnaie unique, mais alors pas du tout. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Donc, je disais, avant d'être interrompu par moi-même, que la Banque centrale gère, la monnaie corporelle. C'est elle qui la fabrique, c'est elle qui l'émet, c'est elle qui imprime les billets, frappe les pièces. Elle gère aussi d'autres valeurs, une certaine quantité d'or, et puis d'autres formes de devises, d'autres formes de valeurs. Elle gère aussi la monnaie centrale scripturale. Les billets de banque de tout à l'heure, c'est la monnaie centrale corporelle. C'est elle qui gère la quantité de monnaie centrale corporelle qu'elle émet, mais elle gère aussi la monnaie centrale scripturale, c'est-à-dire tout simplement elle gère ses ordinateurs, elle gère les comptes de ses clients étant les banques commerciales et l'État, je l'ai dit tout à l'heure. Ici nous avons la banque commerciale A et la banque commerciale B. Excusez-moi du manque d'imagination pour nommer ces banques, je me rattraperai un peu plus tard. Et évidemment, ces banques commerciales ont elles-mêmes des clients. Là nous avons Monsieur Poulet, Monsieur Patate et Monsieur Tabouret. Si vous voulez savoir pourquoi des noms aussi ridicules, allez voir la vidéo avec la grenouille à lunettes qui s'appelle « À 9 ans, elle détruit le mythe du troc, etc. » Donc, les particuliers, les entreprises, etc. sont clients des banques commerciales qui elle-même est cliente d'une certaine manière de la Banque de France. La Banque de France, la Banque centrale, a pour mission, entre autres, d'alimenter en argent liquide, en monnaie centrale corporelle, en vraie monnaie, les coffres et les distributeurs des banques commerciales. Mais elle gère aussi leurs comptes respectifs. La Banque commerciale a un compte en banque à la Banque centrale et la Banque commerciale, pareil. Et donc forcément, comme pour vous et moi, comme pour le citoyen lambda, les entreprises, etc., qui ont des comptes dans une banque commerciale, les banques commerciales ont elles aussi un compte à la Banque de France avec de la monnaie dessus. Et cette monnaie, c'est la monnaie centrale scripturale, c'est de la monnaie centrale, sauf que c'est des zéros sur des ordinateurs. Ça marche de la même manière, c'est-à-dire que pour la Banque centrale, les banques commerciales sont des clients, tout comme pour les banques commerciales, Monsieur Patate et Monsieur Poulet sont des clients. Ils gèrent leur compte de la même manière. Ici, nous avons le compte de Monsieur Poulet, de Monsieur Patate et de Monsieur Tabouret avec respectivement 100, 200 et 300 € dessus, tout comme la banque commerciale B et la banque commerciale A, sur l'image, elles ont chacun 100 € sur leur compte à la banque centrale. Petite parenthèse rapide, la monnaie qui sont sur les comptes en banque de ces clients, pour une banque commerciale, elle est inscrite au passif du bilan de la banque. Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas spécialement familiers avec la comptabilité, j'explique ce que c'est qu'un bilan, sont inscrites au passif du bilan d'une banque les choses qu'elle doit. Par exemple, si la banque a une dette de 100 € envers quelqu'un, ou si vous avez une dette de 100 € envers quelqu'un, vous inscrivez au passif de votre bilan 100 €. Mais par contre, si quelqu'un vous doit à vous 100 €, ou si vous possédez 100 €, ou si vous possédez quelque chose qui vaut 100 €, vous inscrivez toutes ces choses-là à l'actif. L'actif, c'est ce que vous avez et ce qu'on vous doit. Le passif, c'est ce que vous devez. Et donc, je vous informe que les 300 € qui sont sur les comptes de Monsieur Patate et Monsieur Poulet à la banque commerciale A sont inscrits au passif du bilan de la banque A. Et je vous expliquerai après pourquoi. C'est-à-dire que, en réalité, la monnaie qui sont sur les comptes en banque, sur nos comptes en banque, c'est de la dette. Ce sont des dettes que les banques ont envers nous.
c'est pas de la monnaie. Et pourtant, cette monnaie secondaire scripturale, ces unités de compte, ces petits billets de banque mauves que vous voyez ici, nous sert de monnaie de paiement. On verra encore une fois comment ça marche et comment est-ce possible. Parce que oui, c'est ça la monnaie secondaire scripturale. La monnaie secondaire scripturale, c'est tout simplement les unités de compte que vous avez sur vos comptes en banque, c'est-à-dire l'argent que vous pensez avoir sur vos comptes en banque. Parce qu'en réalité, et ça c'est un grand secret de Polichinelle, sauf que tout le monde s'en fout, vous n'avez pas d'argent sur vos comptes en banque. Vous avez juste des unités de compte. Lorsque vous mettez 100 € à la banque, ces 100 € ne vous appartiennent plus. En échange de ces 100 € que vous donnez à la banque écrit sur votre compte 100 tout court, pas 100 €, elle écrit 100. Et ces 100, ce sont des unités de compte, c'est une dette, c'est la preuve que la banque vous doit les 100 €, c'est-à-dire qu'elle doit vous redonner les 100 € que vous lui avez donnés. Ce billet de banque ne vous appartient plus, et la banque a une dette envers vous de 100 €. Mais son bilan, si vous avez bien compris, son bilan s'équilibre, parce qu'elle écrit à l'actif de son bilan les 100 €, le billet de banque que vous lui avez donné, et elle écrit à son passif, les 100 €, le billet de banque qu'elle vous devra quand vous viendrez le chercher un peu plus tard. Tout ça, vous inquiétez pas, c'est expliqué en détail dans les épisodes suivants. Ce premier épisode. Donc, quels moyens Monsieur Poulet, Monsieur Patate et Monsieur Tabouret ont à leur disposition pour s'échanger des choses, pour acheter, payer ce dont ils ont besoin? Eh ben, la première solution, c'est d'avoir de la monnaie centrale corporelle, c'est-à-dire d'avoir des billets de banque. Encore une fois, c'est la monnaie que nous utilisons de moins en moins, et déjà d'une part parce que la législation fait qu'il est de plus en plus difficile, d'une part de retirer son argent, c'est-à-dire d'avoir de la vraie monnaie, et d'autre part de payer des choses avec ce vrai argent, sous couvert de lutter contre le trafic de drogue, le terrorisme, etc., contre les trafics en tout genre. L'État rend de plus en plus difficile à ses citoyens l'accès à cette monnaie. Allez retirer 1000 € à la banque postale, vous allez comprendre votre douleur. L'autre moyen de paiement, l'autre moyen d'échanger des choses, des biens et des services, c'est d'utiliser tout simplement ce que nous faisons tous les jours, c'est-à-dire, ce que vous faites tous les jours, moi ça fait belle lurette que j'ai plus de carte de crédit, soit dit en passant, d'utiliser des chéquiers, cartes de crédit, virements. Et c'est là qu'intervient la monnaie secondaire scripturale. Lorsque vous achetez une baguette de pain avec votre carte de crédit, il n'y a pas un petit lutin qui sort de quelque part, qui va chercher dans votre tirelire à la banque les 1 € si vous achetez une baguette tradition, les 1 € qui sont sur votre compte en banque dans une tirelire, et qui va le donner au boulanger. Non, pas du tout. Ce sont des échanges numériques de monnaie, et cette monnaie-là, je vous rappelle que c'est ce que nous allons étudier dans cette série de vidéos, et je pense qu'on va découvrir tout un tas de trucs absolument extraordinaires. Voilà, je pense que c'est tout pour cette première partie. Pour l'instant, vous n'avez pas appris grand-chose. C'est une espèce de petite vidéo introductive. Si cette vidéo vous a plu, faites ce que vous voulez. Mais si cette vidéo vous a intéressé, ou en tout cas a commencé à, d'une certaine manière, exciter votre curiosité, dites-le moi, ça m'encouragera à rentrer dans le vif du sujet, parce que très franchement, il y a de quoi faire et c'est absolument passionnant. Pour vous donner une ordre d'idée, là je viens de passer à peu près une 60aine de planches, il y en a encore à peu près 700 derrière. Donc ça risque d'être un peu long. Mais c'est toujours, si vous me connaissez, c'est toujours le début qui est lent, qui est difficile, qui est, je trouve pas le mot, qui est pénible. Après ça se fluidifie. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette première partie. Encore une fois, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Et puis, remerciez-moi dans les commentaires, éventuellement, si vous êtes quelqu'un de bien élevé. Merci encore, à la prochaine et bon courage.